Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de votre magazine de l'innovation. Alors d'ailleurs, on va commencer avec ça. Sommes-nous vraiment tous au clair sur ce qu'on appelle l'innovation? Est-ce qu'on en a peut-être chacun une définition différente? Quelle est la différence avec une invention par exemple? Et puis quel rôle aujourd'hui l'innovation doit-elle jouer dans la société? Ce sera le sujet de mon interview avec Alain Conrard dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, nous nous intéresserons à l'une d'entre elles, l'une de ces innovations, et je pense à la simulation 3D. On verra quels sont les progrès réalisés en la matière. Est-ce qu'on peut aujourd'hui correctement modéliser des humains, des objets, mais aussi des systèmes complexes? On parlera de tous ces développements technologiques avec de belles images de démonstration. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le biomimétisme pour s'intéresser aux inventions inspirées par la nature, avant de conclure par une innovation qui pourrait nous simplifier la vie avec nos appareils électroniques demain, à savoir le chargeur du futur. Mais d'abord, place à l'interview. Et s'il nous fallait porter un autre regard sur l'innovation? C'est la question que pose Alain Conrard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général et administrateur de Prodware, qui est une société technologique française qui est experte dans la transformation numérique des entreprises. Et vous publiez cet ouvrage, Osons, un autre regard sur l'innovation, qui aborde les dimensions politiques, sociétales de l'innovation. Et donc, on peut dire que vous êtes à la fois un théoricien et un praticien. C'est ça. De la question. Alors déjà, est-ce qu'on est au clair avec la définition de l'innovation? Vous vous dites, attention, on n'a pas forcément tous la même idée. C'est vrai que énormément de choses ont été dites par rapport à l'innovation. Et j'aurais tendance à dire que c'est à peu près normal, vu qu'elle touche tout le monde, l'innovation. Pour certains, c'est la solution grâce à la disruption à peu près tout. Et pour d'autres, au contraire, c'est une menace qui pèse sur la société, sur l'humanité, sur l'individu qui pourrait... Et c'est vrai, au regard des technologies galopantes, se trouver un peu ubérisé, un peu ostracisé par rapport à tout ça. Et donc une innovation vue d'un point de vue technique, technologique. Oui, une menace en fait qu'on n'arriverait pas à contrôler. C'est ça. Alors tout ceci n'est pas vraiment faux et pas complètement vrai non plus. Ce qu'il faut noter, c'est que l'innovation, aujourd'hui, ce n'est pas que le domaine de la technologie et que le domaine de l'économie. Bien au contraire, l'innovation aujourd'hui trouve toute sa place au niveau des enjeux, des nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux. Donc, en effet, aujourd'hui, l'innovation, il faut la prendre comme quelque chose qui doit pouvoir porter, améliorer en fait un meilleur état de société. Alors, je voulais aussi qu'on revienne sur la différence entre innovateur et inventeur. Vous consacrez un petit paragraphe en introduction avec l'exemple de Fosbury. Vous pouvez nous l'expliquer? Alors, Fosbury ou l'innovation et le... c'est la même histoire. Fosbury, alors pour la première fois, en effet, aux Jeux Olympiques de Mexico, quelqu'un décide de sauter, donc de saut en hauteur, Fosbury, mais non pas en ventral et en dorsal. Et donc c'est aujourd'hui quelque chose qui peut être considéré comme une innovation. Et l'innovation, elle touche tout. Elle touche le sport, elle touche la culture, elle touche la techno, elle touche l'économie. En effet, elle touche tout. Et en fait, la différence entre l'innovation et l'invention, c'est qu'on peut dire que l'innovation, en fait, c'est l'industrialisation d'une... l'innovation, pardon, oui, c'est une industrialisation de l'invention. Alors que l'invention n'est pas toujours une innovation, parce qu'il y a des inventions qui restent au stade d'invention et qui ne sont pas rentrées dans un process industriel et qui donc ne voient pas le jour sous forme d'une innovation. Ce que vous rappelez, c'est que donc Fosbury n'est pas l'inventeur de ce saut. Tout à fait, c'est pas l'inventeur de ce saut, au même titre que Apple n'est pas l'inventeur de l'iPhone. Il y a eu le Walkman avant, il y a eu des choses avant. Donc en effet, il y a des gens qui sont... de l'iPhone si, mais oui, de l'iPhone, pardon, mais du smartphone. Tout à fait, pardon. Ouais, tout à fait. Alors, un point important, vous dites à tous ceux qui craignent l'arrivée galopante de nouvelles technologies qui changent le monde, vous dites, de toute façon, l'innovation, il y a une sorte de garantie de service, elle ne peut pas se faire sans les gens. Est-ce qu'on est sûr de ça? Et ça, c'est un grand débat. L'innovation ne peut pas se faire sans les gens. Ce qui est sûr, c'est que pour comprendre l'innovation et pour essayer de la maîtriser, il faut avoir un regard différent sur l'innovation. Je pense qu'il faut en effet comprendre que l'innovation, elle est aujourd'hui permanente. Et il ne faut pas la prendre comme quelque chose qui va déranger nos repères et forcément donc les déstabiliser dans le mauvais sens du terme, mais tout simplement essayer de regarder autrement pour voir autrement et de comprendre que l'innovation a énormément d'avantages et certes des effets négatifs, mais que, un peu comme Max Weber le dit au niveau du concept de l'éthique et de la responsabilité, si on considère l'innovation pour le bien
Et si avant de tenter une innovation, on regarde les effets qu'elle va avoir et ne pas tenter d'innovation sur des effets qui ne sont pas les meilleurs par rapport aux bénéfices, alors en effet, on a aujourd'hui un mode de garantie quant aux bénéfices de l'innovation. Mais ça, c'est un peu, je l'explique dans le livre, c'est un peu le deal entre les hommes et les machines. Il faut arriver à trouver le bon équilibre entre le mode bénéfice et qui est réel et aussi certains risques qui sont... Donc vous dites qu'il faut une innovation éthique, en fait, qui soit pensée pour le bien commun. Mais est-ce qu'on peut s'assurer de ça ? On ne peut pas compliqué de juger si ça sert ou pas le bien commun. Tout à fait. Par contre, ce dont on peut se soucier, c'est de faire en sorte que les hommes, les entrepreneurs qui utilisent ou qui créent l'innovation considèrent qu'il n'y a pas avec l'innovation qu'un profit technologique et un profit économique, il y a aussi un profit sociétal. Et donc il y a un réel enjeu aujourd'hui au niveau de l'innovation, parce qu'il faut pouvoir former les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain sur les avantages mais aussi les risques et de prendre en compte cela au même titre qu'ils prennent en compte les règles évidentes de gestion d'une société. Et nous, on le voit de plus en plus autour de ce plateau, d'entrepreneurs, même de grandes sociétés, qui se sentent aujourd'hui impliqués dans les phénomènes de société et environnementaux en particulier. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est cette approche de dire le changement, c'est la permanence. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le vivre comme quelque chose de naturel. C'est ça. Et de surtout pas déstabilisant. À partir du moment où on associe trop changement et innovation, alors on perd un des bénéfices de l'innovation. Si à partir du moment... C'est vrai qu'on a tous été élevés avec des repères plutôt dans une certaine stabilité. Oui. Mais aujourd'hui, le changement, il est partout. Donc considérer le changement comme la seule chose immuable, comme le repère, fait que du coup, toutes les choses s'apaisent. Notre évolution, notre vie, dans le cadre d'une société qui évolue très rapidement, s'apaise parce que c'est un élément parmi tant d'autres qui fait que, on le prend en compte comme on aurait pu prendre quelque chose d'autre. Et donc, à partir de là, notre regard sur l'innovation est complètement inversé et on y voit beaucoup plus d'atouts positifs que de craintes systématiques qui pourraient remettre en compte nos éléments qu'on considère aujourd'hui comme plus stables. Donc c'est là où on rejoint le titre de votre livre, c'est « Osons un autre regard sur l'innovation ». Donc c'est une posture en fait qu'il faut adopter. Ensuite, vous détaillez, vous dites qu'il y a 5 types d'innovation. Oui. Oui, allez-y. Alors, il y a 5 types d'innovations. Dans les innovations qu'on dit des innovations de rupture. Alors, il y a l'innovation continue, qui est en fait un processus continu d'innovation. C'est des mises à jour d'OS, par exemple, ou des choses comme ça. Ou le téléviseur qu'on a connu gros carré, qui est maintenant un écran plat. Donc, on peut considérer ça comme une innovation continue, sans rupture. Et en effet, il y a les innovations dites de rupture, qui sont donc, elles, un vrai jaillissement vers le futur, qui entraîne une vraie mutation, un vrai changement de la civilisation. Et il y a la grande innovation que j'appelle paradigmatique, donc qui change tout, qui est l'innovation généralement qui est générée avec une nouvelle création de matière ou une modification de matière. Donc c'est tout ce qui est charbon, pétrole, digital, électricité, etc. Après, vous avez d'autres types d'innovations qui sont aussi importantes, aussi de rupture, mais qui sont plus dans un cadre circonstancié. Par exemple, vous avez l'innovation qui change tout, donc par exemple l'Internet ou la 3D, ce sont des innovations qui vont modifier fortement les choses dans leur écosystème. Vous avez un autre type d'innovation, moi ce que je trouve fantastique, qui est l'innovation qui crée son environnement. C'est-à-dire, vous prenez Facebook, les réseaux sociaux, elle crée un environnement en même temps qu'elle le remplisse. Il n'y avait rien avant. Et vous avez d'autres types d'innovations, des innovations par exemple qui vont changer un regard, qui vont prendre une réussite dans un domaine technologique et qui vont le transférer dans un nouveau domaine dans lequel il va retrouver une autre logique, une autre jeunesse. Alors on va terminer pour revenir au fait que l'innovation ne se fait pas sans les gens. Vous dites aussi que la tendance est à la co-création finalement de cette innovation. Bien sûr, il y a toute une partie où vous conseillez les managers et les dirigeants. Oui, tout à fait. Et une des grandes entreprises qui fait partie d'ailleurs encore des grosses cotations, je le dis souvent aux États-Unis, c'est General Electric. La co-création, c'est le design thinking, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'essayer, et c'est un élément extrêmement important avec l'innovation, de placer l'utilisateur au cœur du processus de la création pour pouvoir développer les produits et services qui vont correspondre au plus proche des besoins de l'utilisateur ou
C'est le Graal, créer un besoin dont l'utilisateur va être complètement addict et qui va, qui va directement rentrer dans nos usages du quotidien. Et la réussite totale d'une entreprise, c'est quand l'utilisateur se disait comment je faisais avant. Oui, et alors, c'est-à-dire répondre à un vrai besoin. Répondre à un vrai besoin ou le créer. Et pas quelque chose de superficiel. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup Alain Conrard, donc auteur de l'ouvrage Osons un autre regard sur l'innovation, un regard que l'on partage tout à fait dans Smartech. Je dis aussi, il faut que je précise que vous êtes président de la commission digitale du mouvement des entreprises de taille intermédiaire et vice-président chargé de la commission digitale du club des ETI Île-de-France. Donc vous êtes très impliqué sur ces sujets. Et d'ailleurs, votre ouvrage aussi a été salué par Jacques Attali. Donc félicitations. C'est l'heure de notre talk sur l'une de ces grandes innovations du moment, la simulation 3D. Les fabuleux progrès de la simulation 3D. C'est comme ça que j'ai titré ce talk. Alors, je voulais partager déjà avec vous des actualités récentes. J'ai vu que la simulation 3D faisait une première apparition dans un tribunal en Suisse. Alors, c'était pour examiner en fait des lésions soupçonnées d'être le résultat de violences conjugales. Et il y a eu des simulations 3D qui ont été faites pour étudier les différents scénarios qui auraient pu mener aux blessures. Donc, sujet très sérieux. Autre expérimentation de modélisation 3D, c'est dans le domaine de la santé, pour montrer comment optimiser la sécurité sanitaire dans les salles de spectacle. Et là, c'est une expérimentation qui a été réalisée par Dassault Systèmes à la Philharmonie de Paris. Et je vous le dis quand même, c'est intéressant, les simulations montrent que le port d'un masque ajusté dans la grande salle de la Philharmonie de Paris protège efficacement les spectateurs d'une contamination au coronavirus. On voit les enjeux de cette simulation. On n'est pas juste dans une question de loisirs, de divertissement et de jeux vidéo. Alors, pour parler de cette technologie et de ces innovations, j'ai convié autour de cette table Thomas Gasser, fondateur et dirigeant d'Aviasim, qui est un réseau de loisirs, lui, spécialisé dans la simulation aéronautique en Europe. Aviasim est présente dans 11 villes de France et exploite 35 simulateurs de vol. Alors, je vais citer quelques villes, mais ça part de Lyon, Toulouse, Lille, Paris, Nice, Aix-en-Provence, Metz, Rennes, enfin vous êtes un petit peu partout. Avec nous également autour de la table, Abdelkrim Doufen, qui est docteur en informatique, ex-chercheur au prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Il est actuellement directeur stratégie et programme au sein de l'Institut de recherche technologique SystemX. Alors l'IRT SystemX est spécialiste, expert en analyse, modélisation, simulation et aide à la décision appliquée aux systèmes complexes. On compte sur vous pour nous expliquer cela. Bonjour. Également avec nous en visio, Florian Rocher, ingénieur en génie industriel. Il est responsable du développement commercial de 4D Virtualise, qui est une start-up issue des laboratoires de robotique mobile français, qui concentre ses activités sur la modélisation et la simulation pour le développement et l'augmentation des capacités des systèmes et véhicules. Vous voyez, on a 3 experts autour de la table. Alors Thomas Gasser, vous, c'est la partie plus loisir qu'on va partager avec vous. Vous êtes un passionné du pilotage. Et Aviasim propose en fait de partager ses expériences de vol, comme si on était des pilotes. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a mis en place la simulation de vol pour pouvoir proposer à tout un chacun de s'essayer aux commandes d'un avion de ligne. Et sans la simulation, ce genre de choses n'aurait pas pu être possible. Pour une histoire de coût, mais aussi pour une histoire de sécurité, puisque piloter un avion de ligne, c'est un vrai métier et on ne met pas n'importe qui dans un cockpit. Et on peut piloter quoi? Un avion de ligne, un avion de chasse, un hélicoptère? Alors on a développé à peu près tout type d'objets volants. On a commencé avec l'avion de ligne, avec l'Airbus A320. On a développé d'autres gammes d'avions de ligne comme le Boeing 737 et on a créé des avions de chasse et l'hélicoptère. Donc grosso modo, on en a pour tous les goûts. Alors est-ce que c'est le concept, c'est quoi? C'est que du jeu, c'est du fun ou vraiment on apprend, il y a une formation au pilotage? Alors c'est vraiment sur mesure, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut venir juste pour s'amuser et faire quelques virages, il peut. C'est pas un sujet pour nous. Maintenant, aujourd'hui, on a vu que Mais il va être accompagné parce que on peut être un peu quand même il sera toujours accompagné perdu devant. Bien évidemment, il sera toujours accompagné d'un instructeur pour le coup, d'un instructeur qui lui est pilote réel dans la vraie vie pour le coup sur un vrai avion. On a aussi des gens qui viennent pour s'entraîner. On a toute une partie de la population des pilotes de ligne professionnels qui vient chez nous pour s'entraîner en vue d'examen ou en vue de sélection pour une vraie compagnie dans un vrai poste.
Abdelkrim Doufen, alors je disais que vous étiez directeur de la stratégie d'un IRT, un institut technologique. Expliquez-nous ce que vous faites, parce que j'ai essayé de donner une définition la plus claire possible, mais ce n'est pas si évident. Quand on parle de système complexe, on parle de quoi ? Oui, donc l'IRT Systemix, Institut de recherche technologique, nous opérons des projets collaboratifs multifilières, multidisciplinaires. Et nous adressons en effet des systèmes complexes, leur conception et leur validation. Donc lorsqu'on parle de système complexe, c'est le véhicule autonome, c'est un avion comme les avions sur lesquels travaille Aviasim, oui. Aviasim. Et puis il y a d'autres systèmes complexes, notamment un système industriel, la fabrication additive, les systèmes de mobilité au niveau d'un territoire, les systèmes de gestion d'un parc éolien, etc. Voilà, donc système complexe, il y a une complexité structurelle, donc il y a plusieurs composants qui composent ce système. Il y a aussi une complexité dynamique, parce que le comportement du système est difficile à prédire. Alors c'est l'aspect dynamique qui fait entrer en jeu, j'imagine, la simulation 3D, parce que sinon on pourrait s'intéresser simplement à la partie algorithmique d'aide à la décision. Là, la simulation 3D, qu'est-ce qu'elle apporte dans la préparation de ces systèmes ? Oui, donc ça dépend du contexte. Donc en fait, les projets qu'opère l'IRT Systemix partent des cas d'usage des partenaires. Donc nous essayons d'abord de modéliser la problématique sur laquelle travaille notre partenaire industriel, et ce n'est qu'à partir de là que nous commençons à simuler différentes situations, différents scénarios. Donc ça dépend des cas d'usage. Donc on traite des problématiques, par exemple, en lien avec la fabrication additive. Là, on fait de la modélisation 3D, mais il y a aussi d'autres simulations, crash test par exemple, où on a besoin de simuler aussi le système physique. Donc en fait, il y a un certain nombre d'enjeux. Nous essayons de faire en sorte à ce que les travaux de notre institut apportent une aide à la décision pour ces partenaires industriels. Mais avant d'arriver à avoir des systèmes simulables correctement, il faut arriver aussi à représenter le modèle physique avec un modèle virtuel correct, représentatif, et c'est un peu ça ce qu'on fait à l'IRT Systemix. Et cet écosystème industriel, il va de où à où ? C'est quoi ? C'est la défense, l'aéronautique ? Avec qui vous travaillez ? Oui, nous sommes un institut multifilière, multidisciplinaire, donc nous travaillons quasiment avec toutes les filières industrielles, principalement aéronautique, automobile, énergie, infrastructure numérique et défense. On voit que c'est assez large. C'est assez large, en effet. Alors, on va donner la parole à Florian Rocher de 4D Virtualise. Bonjour. Bonjour. Vous avez aussi cette particularité de ne pas être issu du monde du jeu, du divertissement, mais de la recherche en robotique mobile. Alors là, ça veut dire quoi ? Vous pensez à de nouveaux cas d'usage de la simulation 3D ? Vous pouvez nous donner quelques exemples ? Alors, les exemples les plus évoquants, ça va être bien sûr le véhicule autonome, mais ça va être également les robots mobiles qui vont pouvoir être employés dans différentes filières comme les agroéquipements, comme la logistique, et puis également dans le domaine de la défense où nous sommes très présents. Mais alors, expliquez-nous en quoi une simulation 3D peut permettre d'améliorer le déplacement d'un robot autonome. Alors en fait, ce qu'on sait très bien faire, on va dire aujourd'hui, c'est effectivement partir d'une feuille blanche et puis développer toute la mécanique, toute l'électronique, tout ce hardware. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très bien maîtrisé. La nouveauté, entre guillemets, c'est effectivement de pouvoir développer des algorithmes de perception, de décision, qui vont devoir opérer avec un environnement incertain, que ce soit en milieu ouvert ou en milieu fermé, intérieur, extérieur. Et on imagine très bien effectivement que face à des véhicules comme par exemple le véhicule automobile que vous présentez là, la décision de mettre en route ces systèmes de manière autonome dans la réalité est dangereuse, et pour le matériel et pour les hommes. Et là, on voit toute la puissance de la simulation, puisque plus le modèle numérique, plus le jumeau numérique sera proche de la réalité, plus on pourra avancer pour obtenir des algorithmes qui sont performants et aptes à travailler dans la réalité. Oui, alors cette idée de jumeaux numériques, on en parle beaucoup d'ailleurs au niveau industriel. On a des cas d'usage assez classiques de construction d'usines virtuelles, en fait, pour simuler un nouveau site industriel. Avant de le construire, on voit s'il est efficace, si la circulation se fait de manière correcte. Je voulais vous faire réagir là-dessus, Abdelkrim Doufen, sur ces jumeaux numériques. Ce n'est pas juste une animation
vidéo. On peut aller jusqu'où dans la simulation numérique? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un jumeau numérique? Oui, jumeau numérique, et ça tombe bien puisque l'IRT lance une initiative jumeau numérique pour la résilience des systèmes industriels. Donc en effet, le jumeau numérique apporte un certain nombre d'informations supplémentaires que les décideurs peuvent utiliser afin d'améliorer, d'optimiser la chaîne industrielle, par exemple, la maintenance prédictive de leur système, la fabrication des systèmes, Mais la logistique. Pour bien comprendre, donc va s'afficher sur un écran devant moi une image de à quoi pourrait ressembler le site industriel. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir simuler à l'intérieur? Je peux donner des exemples peut-être pour expliquer. Bon, l'ordonnancement, par exemple, nous avons, admettons, des systèmes à tester, différentes, par exemple, composants d'un système avionique. Nous avons la possibilité d'avoir un système de test, un seul, un laboratoire de test, et que je peux, par exemple, reconfigurer selon le test à tester. Donc, avant de reconfigurer, c'est bien aussi de passer du temps en fait à évaluer les différentes configurations possibles, évaluer la pertinence de disposer, par exemple, d'un ordonnancement particulier. Et ce n'est qu'à partir de là parce qu'il va y avoir un enchaînement d'actions réelles, en fait. C'est ça. Vous faites tourner des algorithmes qui vont simuler une utilisation, un usage réel. La simulation, en fait, vient pour apporter un certain nombre d'éléments de réponse à des questionnements qu'on se pose. Et avant d'engager des travaux physiques sur des systèmes physiques, l'idée, c'est d'évaluer la pertinence de la configuration en virtuel d'abord. Donc, on joue un certain nombre de scénarios. Est-ce qu'on peut donner un exemple concret? Toujours industriel. Par exemple, comme vous voulez. Je peux peut-être prendre l'exemple du véhicule autonome pour rester dans le contexte du véhicule autonome. Aujourd'hui, un véhicule autonome, en fait, c'est un véhicule qui devrait décider seul, sans l'intervention de l'humain, d'un conducteur à bord. Donc là, c'est le niveau d'autonomie le plus élevé, le niveau 5 par exemple. Et avant, en quelque sorte, de lâcher le véhicule réel dans la nature, il faut d'abord le valider sa sécurité. Et on peut valider sa sécurité en faisant des tests physiques, en roulant des millions de kilomètres. C'est ce qui est fait aujourd'hui. On le fait dans un certain nombre de contextes. Par contre, il y a un certain nombre de situations qu'on ne peut pas adresser en réel. C'est des situations qui pourraient arriver dans le futur, qu'aujourd'hui, on ne peut pas les tester en physique. Je peux donner un exemple, des situations, par exemple, où on a le brouillard, le soleil et la neige. En même temps, c'est des situations rares, mais il faudrait que je les évalue. Il faut que je valide la sécurité de mon véhicule dans ces situations, chose que je pourrais faire, mais je dois attendre peut-être que le contexte climatique me permet de tester cette situation. Mais je peux quand même la tester en simulation avec des simulateurs virtuels. Et en faisant cela, en fait, j'adresse des situations, de nombreuses situations, en fait, en plus des situations réelles que je peux adresser. Donc je crée une fausse réalité. Et dans cette fausse réalité, l'objet va pouvoir évoluer. On va voir comment il se comporte. Ça, c'est assez impressionnant. Thomas Gasserc, c'est pas nouveau, les simulations, les jeux de simulation de vol. Bon, il y en a des très connus, de grands éditeurs. Quelles ont été les étapes qui ont été passées, les progrès technologiques réalisés? On en est à quel niveau de réalisme aujourd'hui? Alors, il faut savoir que la simulation de vol, alors pour le coup, a commencé au milieu des années 1900. C'est-à-dire qu'en 1950, le premier simulateur est arrivé sur le marché, qui n'avait aucun visuel, qui était juste une espèce de caisse à savon qui bougeait dans un sens ou dans l'autre. Et puis, à la fin des années 1980, au début 90, la 3D est arrivée et elle a bousculé le monde des simulateurs puisqu'elle a apporté un rendu visuel. Et aujourd'hui, quand on voit, alors on ne va pas les citer, mais le grand simulateur de vol grand public qui a fait pendant 20 ans. Moi, je vais le citer sous les, c'est Flight Simulator. Voilà, exactement. Okay. qui a fait quasiment 20 ans. Moi, je suis né avec ça. Et aujourd'hui, quand on voit ce que ça rend en termes de rendu 3D, de rendu visuel, c'est incroyable. Et je pense que la simulation, plus elle est réaliste, plus elle est jolie, plus elle intéresse des gens et plus elle sert les gens qui l'utilisent. Et notamment dans notre cas, les pilotes, on peut
On peut créer n'importe quel environnement, on peut recréer des conditions dont on parlait à l'instant, où il neige, il pleut, etc. Et pour entraîner les pilotes, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et là, ce qui a changé alors entre ces années 90 et aujourd'hui, c'est quoi? C'est la puissance de calcul des machines qui permet Exactement. d'afficher des images beaucoup plus précises? À l'époque, pour simuler une image en 2D, il fallait 20 mètres carrés d'ordinateur industriel. Aujourd'hui, avec un simple PC de bureau, on peut recréer un monde virtuel en 3D magnifique. Avec donc un coût moindre? On Ça veut dire diminue qu'on démocratise Exactement. l'accès à la simulation 3D? Tout à fait. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'on a besoin de machines moins puissantes qui ont des meilleurs rendus. Donc, on peut soit continuer à être encore plus réaliste, soit au même coût être plus réaliste qu'avant. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouveaux services autour de la simulation 3D dans votre domaine? Alors, Plutôt du domaine du divertissement alors oui, le divertissement. ou de la formation? Alors, le 3D, il a aussi sa limite. C'est-à-dire que dans un environnement 3D, on n'a pas le toucher, on n'a pas les vrais mouvements, les ressentis, etc. Nous, on est un faux 3D parce que c'est une vraie cabine. Tous nos simulateurs sont des vraies cabines avec des vrais boutons, des vrais touchés, etc. Une vraie interaction avec des humains, puisque dans un poste de pilotage, on est deux. Il faut savoir travailler avec son binôme, etc. Et ça, la 3D le rend assez mal. Donc, on travaille dans une cabine réelle qui est elle, projetée dans un environnement 3D réel, virtuel. Pardon. Et du coup, le mix du 3D et du réel fait. Alors, on entend souvent dans les parcs d'attractions qui est le 4D, mais grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire qu'on rajoute une dimension au 3D qui est la dimension réelle. Et là, je pense que c'est ça l'avenir. C'est-à-dire que l'avenir, c'est pas que le 3D, parce que le 3D a ses limites, comme on le disait. Nous, on pense en tout cas beaucoup au mix de l'environnement réel avec un paysage virtuel. Alors, Florian Rocher, je vais vous redonner la parole. On a commencé à aborder les applications qui peuvent servir la Smart City avec le déplacement, par exemple, de véhicules autonomes. Déjà, je voulais que vous puissiez peut-être nous faire un panorama des différents types de simulations avec lesquels vous travaillez. Alors effectivement, on répond à différents enjeux compte tenu des secteurs qui sont adressés et puis également des travaux à mener face au contexte et au cas d'usage à traiter. Et on propose à nos clients d'utiliser nos outils qui sont plus qu'un simulateur, un véritable cadre de travail qui leur permettent d'intégrer leur propre modèle de robot, leur propre modèle de véhicule à l'intérieur du simulateur, de les connecter à leur informatique embarquée. Et puis, au-delà du ou des quelques scénarios qu'ils vont pouvoir traiter de manière unitaire un petit peu pour avancer sur le développement et la maturité de leurs algorithmes, l'idée va être également d'avancer sur la génération de scénarios massifs pour générer des cas d'usage de manière beaucoup plus importante, confronter les algorithmes de perception, confronter les algorithmes de décision à des perturbations, comme le disait la personne de l'IRT Systemix qui est à côté de vous, et pour aller chercher justement des critères où on aura besoin, où les utilisateurs auront besoin d'améliorer la fiabilité des algorithmes pour répondre aux problématiques réelles. Vous faites de la simulation 3D en temps réel, je crois. En quoi ça consiste? Comment ça marche pour le temps réel? Alors l'idée, c'est de se confronter et de se positionner dans les mêmes conditions que dans la réalité. Et les systèmes réels, donc les systèmes robotiques réels, fonctionnent en utilisant un temps réel. Et donc on va faire fonctionner la simulation avec les mêmes contraintes de fonctionnement. Et de telle manière que l'on puisse connecter l'informatique embarquée qui porte du coup les algorithmes des systèmes autonomes aux jumeaux numériques et on va jusqu'à le faire dans des conditions plug and play, c'est-à-dire qu'on est aussi bien capable de connecter cette informatique embarquée aux jumeaux numériques qu'au système robotique réel, qu'au véhicule autonome réel, sans modification de code, de telle manière que le système décisionnaire soit confronté de la même manière dans la réalité comme dans la simulation à des contextes auxquels il doit répondre pour être le plus efficace possible et le plus près possible de la réalité. Est-ce que vous pouvez nous citer des cas d'usage très concrets sur lesquels vous travaillez, par exemple dans le domaine de la défense? Oui.
Un domaine de la défense qui est très riche dans le cadre du développement des systèmes robotiques autonomes, que ce soit sur des véhicules, puisque là aussi on peut imaginer, bien entendu, optimiser le cadre d'utilisation des véhicules avec, par exemple, la création de convois pour lesquels des camions pourraient se suivre de manière autonome. Mais on pense également à des robots, que ce soit des robots à roues, des robots mobiles équipés de chenilles pour faire de la reconnaissance, pour faire de la détection de mines, par exemple. Et puis on va jusqu'à simuler des drones à hélice pour être cohérent avec le programme Scorpion, qui est le programme d'amélioration des forces françaises. Abdelkrim Doufen, on voit le champ des possibles qui est très très vaste avec la simulation 3D. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des verrous dans cette technologie ? Disons, le verrou, il est connu, le verrou est plus la représentativité de la réalité, parce que la simulation devrait apporter des éléments d'aide à la décision, comme je le disais, et du coup, en fait, il faut s'assurer que les modèles qu'on simule sont représentatifs de la réalité. Et ça, c'est quoi ? C'est une question algorithmique ? C'est plus la validation des modèles. Donc, l'approche la plus connue, c'est de valider le modèle de simulation par des tests physiques, donc par le réel. On peut aussi valider des modèles de simulation en les comparant avec les résultats d'autres modèles qui ont été déjà validés. Donc là, c'est un des verrous scientifiques qui est adressé par les chercheurs qui travaillent sur ces sujets. Mais il y a aussi d'autres enjeux, notamment, par exemple, l'hybridation des modèles physiques avec des modèles apprenants, donc notamment l'intelligence artificielle en utilisant des modèles connexionnistes, par exemple. Alors là, il faut m'expliquer un petit peu plus, c'est-à-dire c'est le système qui apprend de l'historique. Donc, il y a un certain nombre de données que les industriels collectent ou les opérateurs. Parce qu'aujourd'hui, la simulation, les logiciels de simulation n'utilisent pas du tout l'IA ? Si. Donc l'IA arrive déjà pour enrichir les simulateurs. Mais ça, c'est nouveau, donc c'est une nouvelle tendance. Exactement. D'accord. Pour en faire donc des systèmes apprenants, où en fait la modélisation, le jumeau va évoluer en fonction de la modification de l'environnement, c'est ça ou... Modification, donc on peut utiliser la simulation, par exemple, pour augmenter l'espace d'apprentissage. Donc, en donnant l'exemple des systèmes autonomes, un drone ou un véhicule autonome, donc, on sait qu'il va en quelque sorte être testé en le challengeant avec des situations de conduite. Ça, c'est pour le test, mais on peut aussi utiliser la variation des situations de conduite pour augmenter l'espace d'apprentissage des systèmes de décision embarqués dans les véhicules. Voilà, donc c'est de la simulation augmentée pour améliorer les performances des systèmes. Donc on connecte là le champ de l'IA et le champ de la simulation 3D pour en faire des logiciels apprenants, c'est ça ? Voilà, si je devais résumer. On appelle l'IA hybride. Alors il y a une autre actualité qui m'a étonnée, c'est que j'ai vu qu'on pouvait à partir d'une simple carte graphique aujourd'hui simuler le fonctionnement d'un cerveau. Une carte graphique, c'est quand même assez étonnant, non ? Les progrès ont beaucoup avancé. Ouais, donc ça veut dire qu'on est plus limité par les puissances de calcul aujourd'hui sur la simulation 3D ? Je dirais que les évolutions technologiques permettent aujourd'hui d'avoir les puissances de calcul qui permettent de jouer plusieurs scénarios, des milliers, des millions de scénarios pour améliorer la conception, pour valider une conception, pour optimiser le fonctionnement d'un système existant. Et disons, il n'y a pas de limite en termes de puissance de calcul aujourd'hui. Maintenant, la difficulté, c'est d'arriver à bien modéliser, dans l'exemple que vous venez de citer, est-ce que cette carte est représentative du comportement du réseau ? Est-ce qu'on sait vraiment à quoi ressemble le cerveau humain et comment il fonctionne ? Comment s'assurer que cette carte, ce que je mets dans cette carte, est représentatif de ce qui est réel dans le cerveau humain ? C'est ça la difficulté aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est plutôt les limites de l'intelligence humaine, c'est ça que vous dites, puisque la puissance de calcul. C'est plus la représentativité du système. Très bien. Merci beaucoup pour cet aperçu des différents cas d'usage possibles de la simulation 3D. Merci Florian Rocher, responsable
du développement commercial de 4D Virtualise, Thomas Gasser, fondateur et dirigeant d'Aviasim, Merci. et Abdelkrim Doufen, directeur stratégie et programme de Systemix. Merci. Juste après la pause, on va s'intéresser encore à l'innovation, mais l'innovation issue du génie de la nature. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec Sidney Rostand, PDG fondateur de Bioxégie, qui va nous parler donc du biométisme et cette inventivité de la nature. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. On va commencer par s'intéresser à un modèle du vivant à copier, en tout cas qui est intéressant à observer, c'est le rat taupe nu. Exactement. C'est un rongeur qu'on appelle rongeur fouisseur. Il n'est pas du tout beau, je pense qu'on va le voir à l'écran. La peau complètement nue. C'est un animal en fait. Ah oui, effectivement. Oui, voilà. Ouais, Il est originaire de la Corne de l'Afrique, donc il vit dans des milieux assez arides, avec du sol assez sablonneux. Et il va construire des très très grandes galeries. Ça peut faire jusqu'à 5 km, c'est des réseaux de 5 km, donc c'est quoi? C'est à peu près le tiers ou la moitié de Paris intramuros, c'est gigantesque. Et il n'est pas très grand, il fait une dizaine de centimètres, et il a un ensemble de super pouvoirs qui intéressent les scientifiques depuis maintenant des années. Quelques particularités d'abord, c'est un des seuls mammifères à être eusocial, c'est-à-dire qu'il vit en colonie. Il vit en colonie de 300 individus, et c'est presque un petit peu comme les abeilles, c'est-à-dire qu'il y a une reine avec des mâles fertiles, et autour de ça, plein de mâles ouvriers. Donc des individus ouvriers qui sont faits pour creuser les galeries, entretenir ces galeries, etc. Et il y a juste une caste en fait très restreinte qui gère la reproduction de cette colonie. Ce qui est assez incroyable parce que ça arrive très peu dans le monde animal mammifère, mais beaucoup plus chez les insectes. La deuxième particularité assez intéressante, c'est qu'il est pratiquement aveugle. Il est doté de plein de caractéristiques très spéciales justement pour l'aider à creuser. Donc il a des grandes incisives. Derrière, il a une bouche scellée, donc c'est-à-dire qu'il creuse avec ses incisives. En fait, la terre ne va pas rentrer à l'intérieur de la bouche. Il se nourrit de racines, de bulbes, etc. Donc il va avoir plein de tactiques que moi je trouve assez intéressantes. Par exemple, il va attaquer des racines, il va pas attaquer toute la plante pour lui laisser l'opportunité à la plante de repousser derrière. Pourquoi est-ce qu'il se nourrit de racines? Parce que dans des milieux très arides, dans son habitat, les plantes ne conservent pas les nutriments à l'air libre, mais bien la majorité dans les racines, notamment aussi l'eau. Donc le rat taupe ne boit pas, il mange les racines pour aussi pour s'hydrater. S'hydrater, exactement. Donc il y a un ensemble de stratégies comme ça qui sont tout à fait incroyables. Je pourrais citer aussi le fait que chaque colonie a un dialecte particulier. Donc c'est comme nous avec les régions, chaque colonie parle son dialecte. Et il y a évidemment des rivalités entre colonies, etc. Enfin c'est assez incroyable. Mais ce qui attire l'attention des scientifiques, c'est surtout sa longévité. Le rat taupe nu est un animal dont l'espérance de vie excède 30 ans. Ce qui, pour un rat taupe, est assez incroyable, puisque c'est 5 à 6 fois, 7 fois plus long que les autres espèces de rat taupe. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû à un ensemble de mécanismes qu'on cherche actuellement à comprendre. Ce qu'il faut déjà comprendre sur le rat taupe nu, c'est que c'est le seul animal mammifère à ne pas obéir à ce qu'on appelle la loi de Gompère. La loi de Gompère, c'est une loi qui dit que chaque mammifère, y compris les hommes, passé le stade de la maturité, double sa probabilité chaque année de mortalité. C'est aussi le cas chez l'être humain. Quand on atteint 30 ans, chaque année, enfin en tout cas c'est cette loi, c'est une équation mathématique. C'est effrayant, ok. Alors évidemment les probabilités au début sont très basses, donc les doublés c'est pas forcément très grave. Mais c'est une loi mathématique du nom de Benjamin Gompère qui vraiment dicte le fait que chaque année après la maturité, le taux de mortalité augmente. Et bien en fait le rat taupe, c'est le seul mammifère à ne pas obéir à cette loi-là dans les observations qu'on a actuellement. C'est dû à deux choses. La première chose, c'est qu'il a un gène qu'on appelle le gène P16 qui empêche la division cellulaire, ou en tout cas qui la ralentit. C'est-à-dire qu'à l'apparition de tumeurs, à l'apparition de cellules cancéreuses, ce gène-là va empêcher la division et va empêcher, si vous voulez, la croissance en fait d'une tumeur. C'est combiné au fait d'une très... Ça l'empêche totalement ou ça la freine, ça la ralentit? Alors, pour l'instant, c'est très difficile à dire puisque, évidemment, on a de plus en plus d'échantillons. Il y a plein de laboratoires qui travaillent sur le rat taupe nu malgré son esthétisme assez douteux. Mais effectivement, de ce qu'on
comprend, ça l'empêche ou ça la freine de façon assez exponentielle. Et le deuxième point, qui est assez intéressant et qui se combine finalement, en tout cas dans les hypothèses à ce premier-là, c'est une concentration très forte en acide hyaluronique. C'est assez compliqué comme nom. Cet acide-là, il est concentré en fait sur l'extérieur des cellules et il empêche le regroupement de cellules. Donc non seulement le gène P16 va empêcher la division cellulaire, mais en plus de ça, l'acide va empêcher le regroupement cellulaire. C'est-à-dire que tout est fait pour pour éviter en fait la concentration de cellules malades autour d'une tumeur. Et donc ça, vous vous en doutez bien, Delphine, ça intéresse au plus haut point les chercheurs parce qu'ils cherchent en fait à reproduire ces molécules, soit l'acide, soit justement une manière de copier ce gène P16 chez l'être humain pour ralentir en fait l'apparition de tumeurs. Passionnant. Donc de cancer. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais ça m'intéresserait qu'on renverse la proposition et qu'on s'intéresse à une invention technologique qui tire son inspiration de la nature. Et là, on va parler des vitres électrochromatiques. Voilà, les vitres électrochromatiques, ce sont des vitres qui ont la capacité, ça a été inventé par des universitaires à Melbourne, qui ont la capacité en fait de s'opacifier. C'est-à-dire qu'en fonction des conditions environnementales, s'il fait chaud, s'il y a beaucoup de lumière ou à l'inverse, s'il fait sombre, sans lumière, la vitre va s'assombrir ou s'éclaircir. C'est fait pour thermoréguler le bâtiment. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de lumière et une grosse chaleur, vous allez opacifier les vitres pour que le bâtiment reste froid. À l'inverse, quand il y a moins de chaleur, vous éclaircissez les vitres pour avoir de la lumière naturelle, pour chauffer naturellement, etc. 30% de consommation d'énergie en moins. Et ça, c'est inspiré directement des caméléons. On croit que les caméléons changent de couleur pour se camoufler. En fait, c'est tout l'inverse. Elles changent de couleur principalement pour se thermoréguler. Donc vous avez un mythe totalement. C'est ça. Et donc, en fait, elles vont changer la couleur des peaux avec des pigments très différents. Et ça permet de changer en fait la lumière qui va rayonner sur la peau et donc de refroidir ou de chauffer la peau et tout le corps du caméléon. Et ça a été transposé justement à ces vitres électrochromatiques qui ont une couche en fait avec des ions qui vont reproduire les cellules. C'est peut-être aussi quand même pour se protéger qui changent de couleur. C'est très rare en fait, c'est vraiment principalement pour se thermoréguler. Merci beaucoup Sidney Rostand, PDG, fondateur de Bioxégie, d'être avec nous pour nous parler du biomimétisme très régulièrement dans Smartech. Alors à suivre, une dernière innovation, c'est la découverte d'un chargeur du futur. À quoi ressemblera demain? Chaque jour, Cécilia Sévry nous en donne un aperçu avec l'une de ses trouvailles parmi ces innovations qui peuvent changer notre quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter un chargeur d'appareil électronique qui promet de fonctionner à distance. Oui, c'est ce que je vous présente. Je vous propose de ne plus brancher vos smartphones et de rester super loin même de votre appareil pour pouvoir le charger. Parce que la charge sans fil à plusieurs mètres, eh bien, c'est une technologie qui fait l'objet de recherche depuis quand même plusieurs années au niveau des constructeurs, des principaux acteurs dans l'électronique. D'ailleurs, on en a vu au CES cette année des modèles qui se rapprochaient de cette technologie, mais ceux qui s'en rapprochent le plus, c'est la société Xiaomi. C'est la marque chinoise et elle a dévoilé il y a quelques jours son nouveau système. La promesse, charger plusieurs appareils à distance, tout en jouant sur son téléphone. En fait, on pourra faire n'importe quoi. On n'aura plus besoin de se soucier de comment, quand et à quel moment il faudra charger son appareil. On n'aura rien à faire. Alors, comment ça se présente, ce chargeur? Alors, c'est assez volumineux, il faut bien le dire. Ça ressemble un petit peu à une table de chevet. Et globalement, ça fonctionnera grâce à ce qu'on appelle le beamforming. C'est une méthode de filtrage spatial des ondes. Une technique de traitement du signal utilisée dans les réseaux d'antennes et de capteurs pour induire en fait une direction. Avec ça, le chargeur serait capable de détecter le smartphone dans la pièce, grâce d'abord à 5 premières antennes qui se trouvent dans le dispositif. C'est possible bien puisque un smartphone, ça dégage des ondes, donc on va les localiser cette émission grâce à ces 5 premières antennes. Et puis le chargeur, à ce moment-là, va directement transmettre ses propres ondes à notre smartphone. On parle ici d'ondes millimétriques. Ce sont des ondes à très haute fréquence, entre 30 et 300 GHz. Elles seront transmises au smartphone grâce à 144 antennes intégrées. C'est pour ça aussi que c'est volumineux, cet appareil, donc dans l'appareil, et elles seront directement dirigées vers notre smartphone.
Et comment ces ondes millimétriques peuvent charger le smartphone? Mais en fait, c'est notre smartphone qui va convertir ces ondes en énergie. Parce qu'il sera équipé, ce smartphone, d'une petite balise. Donc, quand il va recevoir ces ondes millimétriques qui, normalement, sont transformées en données, là, il va les transformer en énergie grâce à cette petite balise intégrée et les envoyer directement au système de chargement. Donc, si je comprends bien, il faudra qu'on ait un smartphone de la même marque, un Xiaomi, si on veut que ça fonctionne. Bah oui, en tout cas, pour commencer, après on peut imaginer que les balises soient répandues dans tous les smartphones si ce type de chargement est démocratisé. Mais pour l'instant, oui. Ça marchera aussi avec tous les autres objets connectés de la marque qui propose aussi par exemple des montres connectées pour l'instant et qui veut continuer à développer une gamme d'objets connectés. C'est l'idée. Mais alors précision aussi quand même pour cet appareil, la charge ne s'interrompra pas si jamais un objet passe devant, si on a un meuble au milieu de la pièce par exemple, ou si on traverse la pièce, la charge ne sera pas interrompue. Et quelle énergie aura cette puissance? Alors pour l'instant, la marque quand même reste assez réaliste sur ce point. Elle ne pourra donner une puissance que de 5 watts. C'est pas énorme parce que c'est l'équivalent de la recharge avec les premiers ports USB avant l'arrivée de la charge rapide. Donc c'est pas énorme, mais c'est réaliste par rapport à la disposition de l'énergie, au beamforming. On peut pas beaucoup en donner plus, surtout si on veut charger plusieurs objets en même temps et qu'on veut traverser comme ça les objets. Mais on n'en est pas encore à la commercialisation. Non, on n'en est pas encore à la commercialisation. Même si c'est les plus avancés, la société a prévenu, pas de commercialisation, en tout cas pas cette année. Puis il y a encore un point important à élucider, c'est le point de la santé, parce qu'on parle quand même de diffuser des ondes au milieu de la pièce, des ondes millimétriques au milieu de la pièce. Donc, il va encore falloir régler cet aspect-là. Donc, l'affaire à suivre. Question de format aussi. Question de format aussi. On n'est pas encore dans la miniaturisation. Merci beaucoup, Cécilia. C'est l'heure du Lab Startup. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié ce début de semaine avec ce questionnement sur ce qu'est l'innovation et quel rôle elle doit jouer dans la société. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.